Depuis quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois, les passionnés d'IA sont en émoi. Je l'ai refait 10 fois. GPT-4 serait beaucoup moins performant qu'à la grande époque. Une étude très sérieuse a été menée sur le sujet, mise en ligne le 18 juillet par des chercheurs des universités prestigieuses de Stanford et Berkeley. L'étude intitulée How is ChatGPT's behavior changing over time? Je suis bilingue. Souligne à quel point le comportement des deux grands modèles de langage que sont GPT 3.5 et GPT 4 évolue avec le temps. Et pas toujours pour le mieux. Et là, un petit peu comme si elle n'attendait que ça, une certaine partie de la presse s'empare du sujet et s'en donne à cœur joie. Avec des titres parfois un petit peu putaclic, n'ayons pas peur des mots. Et pareil chez les internautes, certains ont vu une dégradation des performances de GPT-4 depuis fort longtemps, et l'étude finalement n'a fait que confirmer ce qu'ils pensaient déjà. Et je peux vous dire que chez OpenAI, ils sont montés au créneau tout de suite. On ne touche pas à l'institution. Le vice-président a démenti une baisse des performances de ChatGPT, soulignant au contraire que son chatbot ne cessait d'être amélioré au fil du temps, et émettant l'hypothèse que si certains utilisateurs trouvaient que si les capacités de l'outil étaient moindres qu'avant, c'est peut-être parce qu'ils l'utilisaient trop. Je schématise. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu dans cette histoire, c'est que je me suis évidemment intéressé à cette étude et qu'à la lecture de la publication, on ne peut absolument pas conclure que les performances de ChatGPT se sont dégradées au fil du temps. C'est pas du tout ce qu'elle dit, l'étude. Ou alors disons que c'est un raccourci qui est vraiment, franchement, très rapide. Et d'ailleurs, j'en rajoute une couche, mais la manière dont l'étude a été menée soulève des questions. Deux chercheurs de l'université de Princeton ont d'ailleurs critiqué la méthodologie utilisée dans un article. De Princeton. Alors pour prendre un exemple concret, l'étude des chercheurs de Berkeley et Stanford a tenté de démontrer que les performances de GPT-4 s'étaient considérablement dégradées entre juin et mars dernier, et notamment en ce qui concerne la résolution de problèmes mathématiques. Pour le démontrer, ils ont demandé à GPT-4 si 500 nombres différents étaient des nombres premiers ou pas. Il se trouve qu'en juin, GPT-4 a mal répondu dans 97,4% des cas, alors qu'en mars dernier, il n'avait mal répondu que dans 2,6% des cas. Et pour ce qui concerne GPT 3.5, c'est exactement l'inverse. Il a bien mieux répondu en juin qu'en mars. Étrange tout ça. Le problème, c'est que les chercheurs de Princeton ont noté que les 500 nombres qui avaient été soumis à GPT-4 et à GPT 3.5 étaient tous des nombres premiers, ce qui biaise un petit peu l'étude selon eux. Donc en fait, les chercheurs de Princeton, ils ont refait eux-mêmes l'étude en soumettant aux deux grands modèles de langage à la fois des nombres premiers mais également des nombres composés. Et le résultat de leur étude à eux, c'est que les deux modèles de langage, GPT 3.5 et GPT-4, sont tous les deux aussi mauvais pour répondre à ce genre de questions. Vous êtes nuls. Et donc en fait, ce qu'ils expliquent, les chercheurs de Princeton, c'est que ce ne sont pas les capacités de GPT-4 qui se sont dégradées au fil du temps, c'est son comportement qui ne cesse d'évoluer. Vous savez qu'il y a plusieurs phases d'entraînement pour développer un grand modèle de langage. Il y a ce qu'on appelle la phase de pré-entraînement. C'est cette phase-là qui donne les capacités à ce modèle de langage, et cette phase-là, elle est totalement immuable. On ne revient pas dessus parce qu'elle est ultra coûteuse. Et ensuite, il y a au fil du temps des ajustements, ce qu'on appelle le fine-tuning, des ajustements qui sont faits en fonction notamment des retours que font les utilisateurs, et dans le but de s'assurer que ces modèles de langage continuent à bien faire leur job. Et ce sont ces ajustements-là, ce fine-tuning-là, qui fait que les réponses des chatbots peuvent être complètement différentes au fil du temps. Et donc l'hypothèse qu'émettent les chercheurs de Princeton, c'est qu'il est possible que pendant une récente phase d'affinement, GPT-4 a été beaucoup plus soumis à des nombres composés qu'à des nombres premiers, ce qui expliquerait ces très faibles résultats à l'exercice mathématique de l'étude de juin, alors qu'il aurait été beaucoup plus exposé à des nombres premiers en mars, et inversement pour GPT 3.5. Et en fait, ce que soulignent en creux ces différentes études, c'est que les LLM, aussi géniaux, aussi performants soient-ils, sont en fait complètement limités. C'est-à-dire qu'en fait, ils font semblant de réfléchir, mais en réalité, ils ne font que prédire le mot le plus probable en fonction des mots précédents. Et c'est finalement pas beaucoup plus que ça, les LLM. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le fait qu'une étude sur les capacités des LLM soit sujet à controverse, c'est pas la première fois que ça arrive. Le 15 juin dernier, déjà, une étude avait
été menée tentant à prouver que GPT-4 avait réussi le concours d'entrée au MIT. Mais l'étude avait été démentie quelques semaines plus tard par un autre groupe de chercheurs, expliquant que en fait l'étude comportait des données défectueuses, de telle sorte que le chatbot avait pu tricher aux examens un peu comme un étudiant. Des excuses ont même dû être formulées par les chercheurs et l'article a été dépublié depuis. Tout ça pour souligner que le processus d'évaluation de la qualité des LLM ne semble pas être encore au point. Visiblement, le sujet est encore un petit peu trop nouveau dans le domaine de la recherche scientifique et personne ne semble être encore complètement d'accord sur la manière dont il faut procéder pour dire si oui ou non un LLM est performant. C'est un petit peu au doigt mouillé tout ça, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Mais en tout cas pour OpenAI, le mal est fait. Pour la première fois depuis son lancement en novembre dernier, le nombre d'utilisateurs de ChatGPT a baissé de 9,7% en juin par rapport au mois précédent, selon une étude menée par SimilarWeb. Passé l'effet waouh, les utilisateurs semblent commencer à se désintéresser des IA génératives. Enfin, en même temps, il faut aussi reconnaître que la concurrence devient de plus en plus féroce pour OpenAI, avec Bard qui est gratuit, Llama 2 qui est gratuit et open source et dont on peut utiliser l'API gratuitement pour un usage commercial, ou encore Claude 2, le chatbot d'Anthropic. Ça semble un petit peu normal finalement que les utilisateurs se dispatchent entre ces différents produits. Mais en réalité, selon moi, le vrai problème que soulignent les études que je viens de mentionner, c'est qu'il est finalement très compliqué de se fier à ces grands modèles de langage tellement leur comportement est instable. Le problème des LLM, c'est qu'ils sont totalement inconsistants. On ne peut pas les contrôler. C'est-à-dire que la qualité de leurs réponses varie énormément en fonction des ajustements qui leur sont apportés au fil du temps. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment s'y fier à ces IA conversationnelles. C'est-à-dire que si un beau jour on trouve le prompt magique, celui qui fait qu'on obtient le résultat souhaité dans 100% des cas, et bah si ça se trouve, ce fameux prompt magique, dans quelques mois, il sera complètement obsolète. Il faudra en trouver un nouveau. En fait, ces outils-là nous obligent à nous adapter en permanence. Et ça, c'était pas prévu. Et ça, c'est très difficile à avaler pour les entreprises, parce que ça veut dire qu'il est aujourd'hui très difficile de développer des produits fiables à partir des grands modèles de langage. Et l'autre coup dur pour les grands modèles de langage, c'est Yann LeCun, le boss de l'IA chez Facebook. Alors lui, il mène une croisade contre ChatGPT. C'est de la bonne ingénierie, mais dans 5 ans, plus personne n'utilisera ChatGPT. Le problème, c'est que quand Yann LeCun parle, on l'écoute. On l'écoute parce que c'est l'un des pères fondateurs du deep learning et de la vision par ordinateur. Donc le gars, c'est quand même un ponte dans son domaine. Et lui, en fait, il explique que les grands modèles de langage, c'est déjà le passé. C'est-à-dire que pour lui, c'est des outils qui sont tout juste bons à faire de la traduction automatique ou des brouillons de texte. Mais pas plus finalement. Et donc lui, il mise tout sur les SSL. Pas les LLM, mais les SSL. C'est-à-dire le Self-Supervised Learning. C'est-à-dire des modèles d'apprentissage auto-supervisés. Son idée à Yann LeCun, c'est de former les machines à partir de vidéos pour leur donner une représentation sensorielle du monde, en gros une sensibilité, afin qu'elles puissent un jour égaler les performances cognitives des êtres humains, voire même les dépasser. Vous êtes sûr de ça? Ça ne fait aucun doute. C'est une question de temps. Aucun doute. Aucun doute.